Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 comics, et sans plus attendre, on va débuter par le premier, qui s'appelle Captain America, la vérité, Captain America Truth, sorti chez Panini Comics dans l'édition Marvel Prestige. Donc l'édition Marvel Prestige, où on se retrouve avec un dos toilé, un grand format, du papier de bonne qualité, donc c'est l'une des collections les plus qualitatives chez Panini Comics. Ils ont décidé de sortir donc cet ouvrage qui était jusqu'alors inédit en version française, à l'occasion de la sortie du film Captain America 4, qui est sorti il y a quelques semaines. Tout d'abord, moi ce récit, cet ouvrage, je ne devais pas aller dessus, car j'avais vu déjà quelques planches, et pour moi c'était tellement rebutant que c'était hors champ de mes possibles futures lectures. Mais finalement, je me suis laissé tenter suite à de nombreux avis qui parlaient d'une histoire assez bonne et assez intéressante. Et je me suis dit que j'allais me faire ma propre opinion et essayer de passer outre ce style graphique. Voilà, ce style graphique qui est un peu type caricature, un peu cartoon, et qui est très loin des codes des illustrations pour les comics de super-héros. Voilà, un petit peu la preuve en image. Et donc vraiment ce style, moi, me donnait pas envie. Et finalement, j'ai lu cette histoire et j'ai trouvé que c'était une histoire assez essentielle pour le coup. Sur le personnage de Captain America, mais aussi en règle générale sur des questions sociétales aux États-Unis et partout dans le monde. Pour vous pitcher un peu l'histoire, donc on se retrouve en 1942, alors que les États-Unis entrent en guerre, et le professeur Einstein est en charge d'un projet scientifique top secret. En effet, il prépare le sérum du super soldat, pour un certain Steve Rogers, mais il ne le sait pas encore, personne ne le sait encore, mais avant de pouvoir lui administrer, ils font des expérimentations sur plusieurs centaines de combattants afro-américains. Donc ils s'en servent comme cobayes et font des expériences sur avec différents sérums, jusqu'à trouver le bon dosage. Et il s'avère qu'il y aura des centaines, la majorité d'entre eux qui vont succomber ou qui vont souffrir d'effets secondaires. Et finalement, il y a certains qui réussissent à accepter ce super sérum et à avoir en quelque sorte une super force, dont un jeune qui s'appelle Isaiah Bradley. Isaiah Bradley qu'on a pu connaître avec la série Captain America sur Disney+, avec le nouveau Captain America joué par Anthony Mackie, anciennement le Faucon. Et on va voir finalement une histoire où ce jeune Isaiah Bradley va avoir des super pouvoirs et il va finalement être le Captain America noir, avant Steve Rogers. Donc une histoire assez méconnue, une histoire un peu cachée, une face sombre de l'histoire des États-Unis. Bien sûr, c'est un récit fictionnel, c'est un récit Marvel, mais on voit que c'est quand même un récit qui a été historiquement nourri par des vrais événements qui ont eu lieu. Alors, ces expérimentations qu'a fait les États-Unis, ça pourrait être mis au même niveau que les expérimentations que le professeur Mengele, pendant la période nazie, a effectuées sur de nombreux juifs. Donc il y a ce parallèle aussi qui est fait. Alors c'est une histoire assez poignante, assez puissante, sur cette histoire méconnue dans l'univers Marvel, mais qui a des parallèles, et on ne peut pas passer outre, avec l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis, qui ont vécu depuis leur arrivée en tant qu'esclaves les plus grandes difficultés pour s'intégrer à la société américaine. Même si ça change au fur et à mesure, on voit quand même qu'on a des piqûres de rappel, que c'est toujours compliqué d'être noir américain de nos jours. Et donc ça, c'est un récit qui... je suis passé outre le dessin, finalement, qui me rebutait au départ, et j'étais complètement investi dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était une histoire
qui était super bien écrite. Moi, je me suis attaché à cette troupe de super soldats noirs américains, où on leur donnait des missions, et il y avait une certaine amitié, une camaraderie, et on voyait quand même qu'ils étaient hyper fragiles, quoi. Et malgré leur super force, on les voit aller au front et combattre des centaines de nazis d'un seul coup. Et bien sûr, beaucoup vont mourir, mais c'est une histoire, moi, qui m'a touché sur la trajectoire d'Isaiah Bradley et finalement également l'héritage de Steve Rogers, parce qu'on va voir Steve Rogers dans l'histoire. Il va apprendre ce qu'a fait Isaiah Bradley et ça va le marquer aussi. Et franchement, une histoire, moi, qui m'a assez ému sur sa conclusion. Et je pense que c'est l'une des histoires Marvel sur Captain America qui m'a le plus plu, en tant que récit complet, bien sûr. Même s'il y a aussi de super bons runs, dont le run de Captain America par Ed Brubaker. Mais là, on fait un pas de côté, c'est autre chose. Regardez un petit peu cette troupe, et on voit cette tête difforme. Et excellente surprise. Et je suis passé au-delà des apparences au final. Et comme quoi, il faut des fois, même si on n'accroche pas trop au dessin, si on s'implique dans l'histoire, eh ben, on peut avoir des chouettes surprises. Et c'est mon cas avec Captain America, La Vérité. Voilà, chez Panini Comics. C'est une histoire que je vous recommande. Donc, voilà pour ma première lecture. Et on va enchaîner avec ma deuxième lecture qui est Crimson Flower de Mindkind. Et également, alors je vais faire attention à la prononciation, Matt Lesniewski et à la couleur Bill Crabtree. Donc Crimson Flower qui est sorti chez Delirium il y a quelques semaines. Et donc c'est une histoire mais moi qui m'avait intrigué à sa sortie. J'avais entendu dire que ça parlait du folklore russe et qu'on allait suivre une personnage qui était en quête de vengeance. Et ben, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le postulat. On va rencontrer une jeune femme qui se lance dans une quête à travers la Russie pour retrouver l'assassin de son père. Donc toute petite, elle a vécu l'assassinat de son père sous ses yeux. Et sa carrière a fait qu'elle est devenue représentante pharmaceutique. Et donc elle vend des pilules qui ont des effets proches de la drogue, avec des effets hallucinatoires, entre autres. Et finalement, dans sa quête de vengeance, elle va trouver différents tueurs qui auraient pu être le tueur de son père. Et on va voir que ça va être agrémenté de combats où ces combats vont avoir des représentations ressemblant à des contes du folklore russe. Et c'est une histoire, moi, qui m'a bien plu au global. Donc cette jeune fille, bah, elle utilise un peu les médicaments, ces médicaments dont elle doit vendre comme monnaie d'échange, parce que c'est une forme de drogue. Et on va voir on va se poser la question, est-ce que pendant les combats, lorsque ça devient des contes russes, des folklores russes, je crois que c'est des vrais contes hein, d'ailleurs, est-ce que c'est des hallucinations ou est-ce que c'est vrai? Donc est-ce qu'on est dans le fantastique, est-ce qu'on est dans l'hallucinatoire? On se pose toujours cette question et au final à la fin on comprend tout et même on a encore plus de révélations. Je trouvais que le twist de fin, franchement, moi je m'y attendais pas du tout. Donc c'est plutôt une très chouette histoire. Là aussi le style graphique peut rebuter. Moi, c'est pareil, c'est la même histoire que Captain America Truth, c'est que moi je ne devais pas aller sur ce récit parce que le trait me plaisait pas. Mais au final, eh bien, j'ai fait l'effort de le lire et ça m'a plu, ça m'a plu. Au niveau du dessin, c'est à la fois assez disproportionné dans les caractérisations des personnages, et c'est à la fois très détaillé. Donc moi j'ai beaucoup aimé finalement le trait
qui colle à la nature du récit entre ces moments hallucinatoires liés au conte de folklore russe et ce réalisme un peu violent parce que c'est quand même un récit brutal. On est sur complètement une quête de vengeance où elle va assassiner un grand nombre de personnes en essayant de chercher le meurtrier de son père. Et la fin, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Mais chouette surprise. J'aime bien Mindkind. C'est un scénariste qui me plaît de plus en plus. J'avais bien aimé son Cosmic Detective. Et puis j'aimerais bien lire peut-être à l'occasion Mind MGMT. MGMT, ouais, je crois que c'est ça. Et Lesniewski, je le connaissais pas. Et chouette surprise également. Donc à la fin, à la conclusion de l'ouvrage, on voit qu'il y aura prochainement un ouvrage où il est au scénario, au dessin statique. Donc certainement courant de l'année, en 2025. Donc pourquoi pas me laisser tenter. Donc je sors un peu de ma zone de confort au niveau graphique avec ces deux ouvrages. Et finalement, c'est pas pour me déplaire. Ça me rappelle un peu The Department of Truth aussi, Bill Sienkiewicz. Voilà, il y a pas mal de dessinateurs où au départ, même Dave McKean, le dessinateur d'Arkham Asylum, où on se dit, le style, c'est pas du tout pour moi, mais finalement, je crois qu'au bout du compte, moi, je priorise le scénario par rapport au dessin. Et si, par exemple, un comic, c'est un dessin super beau, magnifique, comme le dessin de Dan Mora, par exemple, et que le scénario, il est mauvais, là, je passerai une hyper mauvaise lecture. Mais l'inverse, moi, ça passe très bien. Vraiment, je priorise le scénario, même si l'idéal, c'est d'avoir les deux quand même de bonne qualité. Mais franchement, je suis content d'être sorti de ma zone de confort, d'être allé sur des récits peut-être qui ne me plaisaient pas graphiquement, mais j'ai passé des très bons moments. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pourriez prioriser dans une histoire? Est-ce que c'est un bon scénario ou des bons dessins? Est-ce que ça pourrait vous plaire de lire des comics avec des beaux dessins mais un mauvais scénario? Voilà, je suis intéressé par ça. Ensuite, je vais vous parler, on va sortir également du comics, donc de ma zone de confort. Je vous ai dit 6 comics, mais finalement pas. Alors c'est un peu hybride, comme toujours chez le label 619. Donc c'est Shin Zero de Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. Donc c'est un duo d'artistes moi que j'aime beaucoup. Mathieu Bablé, Carbone et Silicium, Shangri-La et puis Guillaume Singelin avec Frontières. Et là ils se réunissent pour nous livrer une série en 3 volumes et complètement inspiré manga. On est complètement. Pour moi c'est un manga français. Et on va avoir une histoire sur des Sentai. Les Sentai, moi quand on me parle de Sentai, moi je pense directement aux Power Rangers, à ma jeunesse, avec ces personnages qui utilisaient des gros robots pour détruire des kaiju. Et là finalement, on va avoir une histoire au départ très terre à terre. On va découvrir des Sentai, oui, mais qui sont souvent des jeunes qui font ça comme boulot étudiant. Sentai, c'est devenu... Avant, c'était des gens qui sauvaient le monde face à des menaces hyper puissantes comme des kaiju dans cette histoire-là. Et c'est devenu, finalement, des petits vigiles, des gens qui aident la police pour attraper quelques criminels. Et il y a une ubérisation de la sécurité. Donc il y a une sécurité privée qui sont représentées par ces Sentai. Ça marche avec une appli. On pourrait comparer par exemple aux livreurs de chez Uber Eats. Ils peuvent accepter les missions via leur mobile. Par exemple comme une vieille dame qui se fait voler son sac ou surveiller la sortie d'un bar, etc. Et donc on va rencontrer un groupe de jeunes qui vont vivre dans une colocation et qui vont être tous des Sentai. On voit qu'il y en a un qui est à fond sur l'histoire des Sentai et qui pense que les kaiju vont revenir, car dans cette histoire, les kaiju ne sont pas revenus depuis à peu près une vingtaine d'années. Et il y a un personnage, lui, il est à fond, il pense qu'ils vont revenir et qu'il faut se préparer à ça. Et c'est hyper frais, et c'est une histoire vraiment tranche de vie. On va vivre avec ces jeunes dans cette colocation, vivre leurs différentes missions. C'est une histoire très humaine et que j'ai beaucoup appréciée.
mais on sent quand même dans ce premier tome que, au fur et à mesure, les enjeux vont s'élever et que finalement, ce petit groupe d'amis vont avoir des challenges. On le voit déjà à la fin de ce premier volume, que leurs missions, qui sont petites pour le moment, elles vont devenir de plus en plus majeures pour la sécurité de leur ville et de leur pays. Donc, agréablement surpris. Le dessin de Guillaume Singelin, franchement, pas mal du tout, dans ce style japonisant. Et également, c'est Sentai. Moi, j'ai bien aimé la colorisation, le fait que ce soit en noir et blanc, mais on a quand même les costumes qui sont de chaque couleur. Et donc, vraiment belle surprise ce premier volume. Hâte d'en lire plus, hâte de lire la suite de Shin Zero. Donc, ouais, est-ce que c'est un manga? Moi, je dirais que c'est un manga français. Et franchement, ça n'a rien à envier avec des productions du Japon. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. Donc, hâte de lire la suite. Donc, ça sera en 3 volumes chez le label 619. Ensuite, je vais vous parler de Nightwing Infinite, tome 7, la conclusion de la série Nightwing. La série Nightwing, ça fait longtemps que je vous en parle, presque depuis le début de la chaîne. Il était 3e de mon Top Comics 2022, il me semble, alors que c'était que les 2 premiers volumes. Et c'est une série que finalement vous avez eu un suivi régulier, c'est l'une des rares séries, vous avez eu un suivi régulier tome par tome. Et là on arrive à la conclusion de ce run, de cette série, de Tom Taylor au scénario et Bruno Redondo au dessin. Alors Bruno Redondo n'aura pas fait tous les numéros, mais il est de retour pour cette conclusion et on est très heureux de le voir. Donc déjà, super couverture, on voit un homme et son chien, Dick Grayson et son petit chien, dans une montagne. Qu'est-ce qu'ils font dans une montagne? Je vais tout vous dire, sans spoiler bien sûr. Donc, on va nous retrouver nos personnages déjà tout d'abord avec un annual, donc centré sur une personnage qu'on avait vu sur le tome précédent, qui s'appelle B.A. Bennett, et qui est une ex à Dick Grayson, et qui est toujours d'ailleurs une pirate. Et on va voir un petit peu son origin story. Alors, je ne vais pas trop détailler cet annual parce que il n'y a pas vraiment de rapport avec la conclusion de ce run, et même dans la série globalement, c'est juste qu'on approfondit un personnage qu'on a vu précédemment, mais c'est pas d'un très grand intérêt, et c'est pas Tom Taylor qui écrit, c'est Travis Moore qui fait le scénario et le dessin, il me semble, et ça m'a pas marqué globalement, donc j'approfondirai pas plus. Ensuite, on a un numéro un peu filler où on va voir donc un autre dessinateur que Bruno Redondo arriver, et on va voir différents Robins œuvrer contre un criminel. Donc c'est vraiment un épisode filler, un style assez manga aussi. Sympathique, mais qui n'aura pas d'impact sur la fin de cette série. Par contre, on va débuter notre volume vraiment avec la chute de Grayson, donc la partie 1, le numéro 114. Et là, finalement, le fil scénaristique un peu étiré du run Nightwing arrive à son conclusion. C'est donc Heartless, le méchant de l'histoire, sans cœur, qui met son plan à exécution pour mettre à terme à Nightwing dans la ville de Blüdhaven. Juste pour recentrer cette série Nightwing, on suit Dick Grayson qui, suite à la mort d'Alfred, donc spoiler, il est mort dans le run de Tom King, a hérité d'une grande partie de sa fortune. Et donc, il va vouloir faire le bien avec cette fortune et va créer un centre social dans sa ville d'origine, Blüdhaven. Et ça va embêter pas mal de gens, dont un mec qui s'appelle Blockbuster, qui a été battu ensuite. Et puis, il y a un autre méchant qu'on voit arriver, qui s'appelle Sans Cœur, et qui, lui,
est un tueur en série et qui récupère les cœurs des SDF au départ et puis d'autres personnes, dont Blockbuster. Et finalement, c'est l'ennemi de ce run pour Nightwing et Sans Cœur, là, dans ce volume, va vouloir détruire Nightwing de plusieurs manières. Déjà, tout d'abord, en tant que Dick Grayson et en tant que super-héros. Donc, il va utiliser la presse, les médias, il va faire transmettre des calomnies aux médias qui vont s'empresser de les communiquer à la population et qui vont penser que Nightwing est sans cœur, et lui-même sans cœur, et que c'est lui qui a tué des dizaines et des dizaines de personnes. Il va partir dans l'Himalaya pour se ressourcer, mais également pour retrouver du courage, car depuis quelques épisodes, il ne peut plus sauter, il a peur de sauter. Et donc il va aller à la rencontre d'un personnage qui est un peu méconnu dans l'histoire de DC. Peut-être vous le connaissez, il s'appelle Deadman. Je vais vous le présenter. Le voilà, Deadman. Et il va lui demander de l'aide pour pouvoir ressauter à nouveau. On va voir également la présence de Bruce Wayne, alias Batman, qui va venir aider son fils. Je vous dis pas tout, mais il y a une scène assez fameuse avec Bruce Wayne. Dans certaines histoires, Nightwing, Dick Grayson a remplacé Batman, mais voilà, j'en dis pas plus. Moi, j'ai adoré cette conclusion. J'ai adoré cette conclusion, ce retour de Bruno Redondo. Regardez-moi cette double planche. Moi, c'est une série que, au global, j'ai beaucoup aimé. C'est l'un des meilleurs runs de super-héros de ces dernières années, même s'il y a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, je veux dire par là que on a senti qu'il y avait un ventre mou à un moment donné, des épisodes filler liés aux Titans, où c'était des numéros de remplissage, en attendant, en introduisant les Titans qui remplaçaient la Justice League. Et effectivement, si on prend juste la ligne narrative, la colonne vertébrale du run, donc c'est cette lutte avec Blockbuster, on aurait pu enlever facile 10-15 épisodes pour fluidifier tout cela. Tom Taylor a décidé de délayer. C'est un rythme qui n'est pas désagréable non plus, parce que c'est un petit bonbon. Pour moi, c'était un petit bonbon hein, pendant ces dernières années. Je crois que ça fait 3 ans hein, que le premier volume est sorti. Donc au global, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cette série. C'est pour moi en série récente super-héroïque, il y a le Venom de Donny Cates chez Marvel et il y aura le Nightwing de Tom Taylor. C'est des séries qui m'auront marqué et que j'aurai plaisir à relire de ces dernières années. Voilà, donc magnifique conclusion également sur le dernier numéro, très touchant, très émouvant, avec une double planche que je ne vous montrerai pas, mais qui m'a rappelé, si vous êtes un peu intéressé par la peinture, un style à la Marc Chagall. Voilà, donc c'est assez onirique, c'est assez beau, et franchement, je suis très content de cette conclusion. Et Bruno Redondo y est pour beaucoup aussi, de le voir retour au dessin. Donc vraiment chouette conclusion pour Nightwing Infinite. Je ne sais pas si j'irai sur la suite, je ne sais pas d'ailleurs si elle sera éditée en VF. Donc c'est un autre scénariste qui prend le relais, c'est Dan Waters. Donc on verra par la suite si je vais dessus. Orphan et les 5 bêtes chez Comics Initiative. Donc ça c'est une lecture qui est sortie je crois en 2023 ou 2022, je ne sais plus. Donc ça je l'ai pris à la médiathèque. Et ça fait longtemps que je voulais aller dessus parce que le trait m'avait l'air assez bon. Un style un peu à la Daniel Warren Johnson, un peu avec des inspirations manga. Puis j'avais entendu beaucoup de bons retours. Donc là, c'est le tome 1. Donc très belle édition hein, de Comics Initiative. Grand format. Avec... Voilà, juste pour vous montrer un petit peu ce panorama, le style graphique qu'on va voir dans cet ouvrage de James Stokoway, un artiste que je ne connaissais pas du tout. Il est au scénario et au dessin. Donc là, dans cette histoire, on va voir une personnage qui s'appelle Orphan Mo, la voilà.
Donc une jeune fille donc, qui maîtrise les arts martiaux et qui a été formée par un maître en arts martiaux et qui va lui recommander, lui demander d'éliminer les 5 anciens disciples de ce maître. Ces 5 anciens disciples, eh bien, ils ont été rongés par le mal, ils sont devenus vraiment des petits diables, et le maître considère qu'il faut les éliminer. Donc ils ont tous des particularités au niveau de leur pouvoir, ils ont des pouvoirs démoniaques, et donc ça va être vraiment une quête de vengeance où Orphan Mo va devoir détruire chacun de ses anciens disciples. Donc c'est assez violent, c'est assez brutal, mais surtout pour moi, c'est le style graphique qui m'a époustouflé. Et j'ai pas peur de le dire, c'est tellement détaillé, la couleur également, alors je sais pas, je crois que c'est lui qui fait sa propre couleur, c'est juste exceptionnel. C'est hyper riche, c'est hyper fourni, ça fourmille de détails. Franchement, c'est du tout bon. Et l'histoire, elle suit bien, quoi. L'histoire, quand même, même si, bon, c'est une suite de combats, finalement, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, et graphiquement, ben, c'est du très, très, très solide. J'essaie de vous trouver une double planche que j'ai beaucoup aimée. Ah ouais, c'est assez violent, hein. Regardez-moi ça. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants du tout. Hyper chouette surprise. Même ce genre de petite planche là, où on voit une ville. C'est hyper détaillé avec les petites maisons et tout ça. Donc vraiment, vraiment très chouette, hein. Orphan et les 5 bêtes. Donc ça emmène directement une suite, hein. Là c'est le tome 1. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Je crois que j'ai entendu dire que ça allait revenir bientôt. Mais impatient de lire la suite d'Orphan et les 5 bêtes. Mais moi c'était une vraie claque. Franchement, mais bien content de l'avoir lu. Vraiment chouette si vous avez l'occasion de le lire, de l'emprunter. Je crois que c'est 18 € ouais, chez Comics Initiative. Ça les vaut complètement. Orphan et les 5 bêtes donc de James Tokowé. Et on va terminer par, si vous lisez ça, je suis déjà morte de Mankind au scénario, Dan McCaid au dessin, et Bill Crabtree, encore lui, à la colorisation. Donc ça c'est une histoire qui m'a été envoyée par Delcourt en service presse, il m'en envoie de temps en temps. Et c'est Mankind, on retrouve Mankind après Crimson Flower. Donc il est assez productif, hein, le garçon. Et on va se retrouver dans une histoire un peu particulière. On est complètement dans de la science-fiction. On va suivre une personnage, même fantastique, personnage qui s'appelle Robin, qui est un grand reporter. Et elle embarque aux côtés d'un équipage. De marine américain qui se dirige vers un monde hostile, qui s'appelle le Terminus. Et c'est une planète pleine de merveilles cosmiques et de dieux. De dieux entre guillemets. Je vous dis pas trop ce qu'il en est des dieux. Mais il y a une lutte de pouvoir dans cette planète-là. Et donc quelques instants après leur arrivée, tous les marines qui accompagnaient la journaliste vont être assassinés. Donc elle va se retrouver isolée, toute seule. Et finalement, elle va être en grande insécurité. Donc elle va être abandonnée sur la planète où les habitants parlent une langue étrangère, une langue extraterrestre. Donc elle va devoir apprendre cette langue. Elle va voir également qu'il y a une certaine politique qui est loin de la politique habituelle. Même si, je vais y revenir sur le côté politique, il y a quand même pas mal de points communs avec ce qu'on vit. Et on va voir finalement comment elle va pouvoir survivre. Elle va nous narrer comme un journal de bord, donc jour après jour, comment elle va évoluer dans ce monde hostile et comment elle va pouvoir s'en sortir. C'est une histoire qui est un peu, qui va un petit peu dans tous les sens, mais qui
file à 100 à l'heure parce que c'est un récit assez court. Mais finalement, Mankind, même si c'est un récit assez court, va arriver à mettre beaucoup de thématiques dans ce volume, dont je pense de la politique complètement. On va comprendre que cette planète extraterrestre a été gangrénée par une forme de politique qui est une politique à nous, une politique de notre planète, de notre Terre, avec des formes de caste, avec des formes voilà, de difficultés sociales pour les gens qui sont tout en bas de l'échelle à monter en haut. Donc, c'est une odyssée spatiale avec extraterrestres. Ça m'a rappelé un peu le film Premier Contact avec Amy Adams où elle essaie d'apprendre la langue des extraterrestres. C'est un petit peu le cas de la reporter Robin aussi. Donc on va s'inquiéter pour elle tout au long du récit, mais on va voir qu'elle a une destinée, cette personnage, et qu'elle inspire énormément les extraterrestres. Et c'est une lutte des classes totalement entre des puissants qui veulent garder le pouvoir et des gens qui en ont marre de trimer et qui veulent faire évoluer tout ça. Donc ça va très vite, c'est un ouvrage qui va très vite. Moi j'ai adoré le trait de Dan McCaid, qui a un petit style à la Chris Samney, j'ai trouvé. Et au niveau propos social, il y a pas mal de parallèles avec la société de nos jours, la nôtre, et comme quoi on peut importer également nos modèles dans des mondes extraterrestres et que finalement, est-ce que l'homme n'est pas un poison quoi, qui pourrit tout partout où il passe. C'est un petit peu ce message-là que veut envoyer, de mon point de vue, de ce que j'en ai compris, Mankind. Donc, pas mal, une bonne histoire, bien sûr, c'est un peu court, mais je crois que c'est le but recherché, c'est que ça soit un peu intense, c'est assez haletant, et on suit cette histoire, ça se lit assez vite, mais on en ressort quand même quelque chose. On en ressort quand même quelque chose, une pensée, une morale, un point de vue de l'auteur. Avec donc, si vous lisez ça, je suis déjà morte chez Delcourt. Voilà pour mon retour de lecture. On se rapproche des 32 minutes. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour mes lectures récentes. Si je devais vous dire mon coup de cœur ou mes meilleures lectures, alors je ferai un petit top 3, il me semble. Je vais vous en présenter 3 sans finalement les classer. C'est mes 3 meilleures lectures de la session. Donc, sans ordre de préférence, Orphan et les 5 bêtes chez Comics Initiative de James Stokoe. Quelle claque graphique! Vraiment, j'ai pris un plaisir monstre. C'est dynamique, ça me rappelle un peu Daniel Warren Johnson, mais c'est encore plus détaillé. C'est vraiment un artiste à suivre, James Stokoe. J'ai adoré. Vraiment top. Bien content de l'avoir découvert. Également Crimson Flower chez Delirium. La découverte d'un artiste pour moi également, après James Stokoe, c'est Matt Lesniewski, et donc super histoire, inspirée de contes russes, de folklore russe, et un côté hallucinatoire où on ne sait pas quelle est la réalité, donc ça remet un peu en doute notre capacité de lecteur. Et ça, c'est chouette. J'adore ces ouvrages-là où finalement, à la fin, tout s'éclaircit. Et c'est vraiment chouette. Une très bonne histoire, très bonne découverte. Et également, Captain America, La Vérité. J'ai bien fait d'aller dessus, même si au départ, le dessin pouvait me rebuter. C'est une superbe histoire de Kyle Baker et Robert Morales aux éditions Panini Comics. Voilà, alors que la petite Mélisse, mon petit chat, vient nous faire un petit coucou. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera une vidéo un peu spéciale et qui va s'adresser aux personnes qui veulent découvrir les comics. Voilà. Et pour pas trop cher. Ça sera la prochaine vidéo. Ça arrivera d'ici quelques jours, semaines. N'hésitez pas en commentaire à me dire si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, quelle lecture on a en commun, si certains ouvrages que je vous ai présentés, vous les avez lus, quel est votre avis, s'il y en a certains autres qui vous intéressent. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous on se retrouve très bientôt. Salut, prenez soin de vous. Ciao.